Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier chapitre, contrairement à ce qui est écrit, hein, de cette partie énergie et transfert, hein, donc les deux derniers chapitres de l'année, enfin, donc là qui concerne la mécanique cette fois-ci. Donc on va revoir quelques petites choses de l'année dernière et surtout en introduire comme toujours des nouvelles. Alors voilà, vous voyez le programme qui a l'air assez gros. Bah, dans les faits il va nous durer une semaine, hein, comme à peu près tout ce qui s'est passé cette année. Alors nous allons commencer par l'énergie cinétique, un petit rappel de ce qui a été fait les années précédentes et le travail qui de mémoire n'a pas encore été abordé, hein. Donc, si vous vous rappelez bien, l'énergie cinétique, hein, c'est l'énergie contenue dans tout objet en mouvement. Cette énergie cinétique, vous êtes capable de la calculer depuis un petit moment. Maintenant, c'est 1/2 fois la masse de l'objet fois sa vitesse au carré. Attention, sa vitesse en mètres par seconde. D'accord? Donc, bien attention à ça, hein. Alors, je vous précise que là, je vous ai distribué normalement le cours. Un cours qui... ben, il y a des trous un peu de partout, hein. Donc, voilà, là, je vous mets ça en dessous pour vous rappeler que ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est bien pas impossible que vous en ayez besoin pour remplir votre cours. Alors, je vous donne une application directe, hein, rien de bien méchant. Je vous demande de calculer l'énergie cinétique d'une balle de masse 50 grammes, lancée à une vitesse de 10 mètres par seconde. Donc attention, là, la masse est en grammes, alors que dans la formule, on est en kilogrammes, hein. Et dans l'autre sujet, c'est l'inverse, la masse est bien en kilogrammes, par contre, la vitesse est en kilomètres par heure. Donc attention, hein, vous avez toujours ce délire sur les conversions. La conversion kilomètres par heure, mètres par seconde, va falloir commencer à être plutôt à l'aise avec. Ok, on reviendra dessus en classe si vous êtes pas trop à l'aise. Alors, le travail, c'est quoi? Ben, le travail d'une force, c'est l'énergie que va fournir cette force pour déplacer un objet d'un point A à un point B. D'accord? Ça se manifeste très facilement. Vous, quand vous prenez un objet et que vous le poussez, surtout un objet lourd, hein, quand vous le poussez pour le déplacer d'un point A à un point B, vous devez fournir beaucoup d'énergie. D'accord? Eh bien, cette énergie, on appelle ça le travail. Et pour le calculer, hein, eh bien, c'est un produit scalaire. Donc, j'espère que ça a été fait en maths, sinon je suis dans la mouise. Donc, c'est le produit scalaire de la force fois le déplacement du point A au point B. Alors concrètement, ça veut dire quoi ce produit scalaire, hein? C'est un produit de vecteurs. Alors en fait, ça peut être aussi égal à la norme donc de la valeur de la force, F, fois la distance AB, fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre la force qui est exercée et le déplacement. D'ailleurs, si vous regardez bien, si la force là, elle est perpendiculaire au déplacement AB, c'est-à-dire qu'on imagine, hein, vous voulez déplacer un frigo vers l'avant et vous poussez de la gauche vers la droite. Eh bien, l'angle donc entre votre force et le déplacement que vous voulez faire est de 90 degrés. Et cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Effectivement, vous n'apportez absolument aucune énergie à cet objet pour se déplacer d'un point à un point B. Vous fournissez bien de l'énergie, attention, je ne suis pas en train de dire le contraire, hein, mais de l'énergie qui va servir à déplacer l'objet du point A au point B, vous n'en fournissez pas. D'accord? Donc le travail de cette force pour aller du point A au point B est nul. Okay, tout comme vous pouvez avoir, si on calcule le travail du poids, par exemple. Vous marchez dans la salle de classe, quel est le travail du poids là-dessus? Eh bien, il est nul, d'accord? Le poids est orienté vers le bas. Cette force ne va absolument pas vous aider à vous déplacer dans la classe, d'accord? Ça peut vous aider quand vous êtes en montagne et que vous descendez, là d'accord, le poids va vous aider, en partie du moins. Mais voilà, là en tout cas, pour marcher horizontalement, ça ne sert à rien. Donc d'où ce cosinus alpha. Ok? Donc voilà, ça typiquement c'est ce que je vous ai dit là, hein. Si la force est perpendiculaire, bon, le cosinus de l'angle est de 0, donc là le travail de la force est nul. Si la force va vraiment pile poil dans la direction du point A vers le point B, eh bien c'est juste la norme de la force fois la distance AB. Et si par contre cette force elle va dans l'autre sens, eh bien c'est la même chose, sauf que là vous avez un moins. Pourquoi un moins? Parce que le cosinus de l'angle est de 180 degrés, et cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc en fait, votre f fois AB fois cosinus de alpha devient moins f fois AB. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en gros, hein, la force, c'est comme si vous vouliez avancer un frigo vers l'avant, mais que vous le poussiez pour qu'il aille vers l'arrière. Vous fournissez de l'énergie, mais en fait, vous êtes en train, au contraire, de desservir ce mouvement. Vous êtes en train de faire l'exact opposé de ce que vous êtes censé faire. D'où ce moins, d'accord? C'est-à-dire que si on veut vraiment déplacer l'objet d'un point A à un point B, il va falloir fournir une certaine force, plus la force qui contrôlera ce que vous êtes en train de faire vous, parce que vous êtes en train de pousser comme un glandu dans le mauvais sens. D'accord? Bon, rien de bien méchant, là je vous demande de calculer le travail du poids d'une pomme qui est en train de tomber, d'accord? Bon, je vous laisse réfléchir à ça, rien de bien méchant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une force conservative ou une force non conservative? Eh bien, une force est conservative si le travail de cette force sur le déplacement de l'objet ne dépend que de la position de départ et d'arrivée du système, ok, et non pas du chemin suivi. C'est pas forcément facile. Moi, je trouve personnellement, je vois pas bien l'intérêt de vous le faire en première. Je trouve ça un petit peu tôt. Vous n'êtes pas forcément prêt pour aborder ce genre de notions. Mais en gros, lorsqu'un objet tombe,
le travail du poids va être le même qu'il tombe en ligne droite ou qu'il fasse des zigzags. D'accord? Voilà, il y a pas de, ça ne dépend absolument pas du chemin suivi. Voilà, point barre. D'accord? Alors que par exemple, dans le cas de la force de frottement, c'est pas du tout le cas. C'est le cas. Il dépend effectivement du chemin suivi. Si l'objet tombe à la verticale ou s'il fait plein de détours, eh bien la force de frottement ne va pas avoir le même travail dans les deux cas. Donc on dit dans ce cas-là que la force est non conservative. Très honnêtement, je vous le dis, je ne vais pas insister trop dessus. J'estime personnellement que c'est pas le bon moment pour vous expliquer ça. Alors attention, hein, c'est au programme, donc voilà, essayez de comprendre un peu cette notion, mais je vais pas vous embêter plus que ça. D'accord, donc voilà, grosso modo, hein. Alors si jamais le travail, si la force sert effectivement à... Si vous avez un objet qui doit aller d'un point A à un point B, et que vous avez une force qui effectivement contribue à ce que cet objet aille du point A au point B, on parle de travail moteur. Par contre, si cette force s'oppose, entre guillemets, à ce mouvement, on parle de travail résistant. D'accord? Bien. Pour ce qui est du poids, bon ben voilà, vous avez là un exemple hein, d'un objet qui va d'un point A à un point B. D'accord? Donc, pour ce qui est du travail du poids, hein, bon, ben, la force c'est m fois g. Normalement, c'est une formule que vous avez vue. Hein, le poids c'est m fois g fois AB. Alors, comment calculer ça concrètement? Eh bien, il se trouve que le vecteur AB, on peut le décomposer hein, ici. AB, c'est aussi égal à AO plus OB. D'accord? Et donc, vous vous retrouvez avec le poids fois, entre parenthèses, AO plus OB. Donc, si on développe, on trouve le poids, le produit scalaire du poids fois AO, hein, plus P fois OB. Et si on regarde bien, le poids et OB sont perpendiculaires. Donc le P scalaire OB là est nul. Donc il vire. D'accord? Donc il ne reste plus que P scalaire AO. Et ça vous donne donc P c'est mg et AO ben, c'est la hauteur de l'objet. Donc en général on l'écrit h. Hein, et donc on se retrouve avec le travail du poids qui est égal à mgh. Une formule que vous allez souvent croiser. Hein. Le travail du poids est égal à mg fois h. Et vous remarquerez que quel que soit le chemin que fait l'objet entre le point A et le point B, finalement, ça donne toujours égal à mg fois h. On revient à ce qu'on disait, hein. L'énergie apportée par le poids dans le mouvement de cet objet ne dépend finalement que de la différence d'altitude entre les deux, et non pas du chemin qu'il y a entre les deux. D'accord? Alors là, je suis sûr que ça vous fait une belle jambe, vous n'avez rien à cirer, c'est important pour plus tard, hein, après le bac en général. C'est bien pour ça que je vous dis que c'est trop tôt, mais effectivement, il y a quelque chose que vous allez devoir comprendre là-dedans, hein, que l'énergie apportée par le poids ne dépend absolument pas de ce chemin qu'est en train d'emprunter l'objet. Ok? Voilà, voilà. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, je n'insiste pas là-dessus, hein. Alors, il y a un théorème, là aussi, que moi j'ai vu en prépa, sans commentaire. Il se trouve que, après, il y a une certaine logique derrière cet énoncé-là. Si vous êtes plus compréhension de la physique qu'apprentissage, vous allez peut-être comprendre ce que je suis en train de dire. On étudie un objet entre un point A et un point B. Bon, eh bien, si vous calculez son énergie cinétique à l'arrivée et son énergie cinétique au début, eh bien, il se trouve que cette variation d'énergie cinétique, hein, elle est égale à l'énergie qu'ont apporté les forces qui se sont exercées dessus. D'accord? Je m'explique. Si entre un point A et un point B, vous avez une voiture qui est en train d'accélérer, elle va plus vite au point B qu'au point A. Si elle va plus vite au point B, c'est parce qu'il y a une force qui s'est appliquée dessus pour la faire accélérer. En général, c'est la force, c'est le moteur hein, qui exerce cette poussée-là. Eh bien, cette force qui a été exercée par le moteur, hein, c'est qu'elle a fourni une certaine énergie. Donc, on parle de travail. D'accord? Eh bien, la variation d'énergie cinétique entre les deux points, c'est ce travail. D'accord? Et donc, en fait, si vous faites bien la liste de toutes les forces qui s'exercent sur un objet, donc c'est la méthode d'utilisation que je vous explique en dessous, hein, si à un moment vous avez besoin d'étudier un système, vous faites la liste de toutes les forces qui s'exercent sur un objet. D'accord? Vous allez ensuite utiliser ce théorème hein, de l'énergie cinétique en disant que l'énergie cinétique de la fin moins l'énergie cinétique du début, c'est égal au travail de toutes les forces qui s'exercent sur cet objet. D'accord? Bien souvent, on vous demande en fait de déduire quelle est la vitesse de l'objet à la fin. Donc, vous connaissez en général, très honnêtement, la vitesse de l'objet au début est nulle. Comme ça, on sait que l'énergie cinétique de l'objet au début, elle est nulle. Donc, vous vous retrouvez avec l'énergie cinétique de l'objet à la fin, qui est égale à la somme du travail des forces qui s'appliquent dessus. Et après, vous n'avez plus qu'à faire vos calculs, le travail de telle force, le travail de telle force, et vous avez à la fin calculé l'énergie cinétique de votre objet à la fin. Et vous manipulez un peu la formule de l'énergie cinétique, et donc vous remontez à la vitesse. Voilà. Je reste volontairement, je ne rentre pas forcément trop dans le détail, parce qu'on va le faire en classe, hein, toute cette activité. Mais ce que je veux que vous compreniez là, hein, c'est que si à un moment un objet a gagné en vitesse,
notamment en énergie cinétique, c'est parce qu'on lui a fourni cette énergie. Et cette énergie, elle vient d'où? Eh bien, c'est le travail des forces qui s'exercent sur cet objet. D'accord? Il peut aussi y avoir arrivé que l'objet ait perdu de l'énergie cinétique. Dans ce cas-là, c'est parce que la somme des travaux là, est négative. Effectivement, l'objet a dû céder de l'énergie. D'accord? Bien. Donc là, je vous donne un exercice qui s'applique. Vous avez une personne qui est en train de descendre. Alors elle part pas d'une vitesse nulle, mais voilà, on vous donne à peu près tout, sa vitesse initiale. On vous donne cet angle-là, vous verrez qu'il va être utile. On verra après pourquoi. On vous donne la longueur de la piste. Et puis voilà, on vous demande de dresser toutes les forces et puis de calculer sa vitesse à la fin. Donc là, il y a pas mal, là, il y a un beau mélange. C'est un exercice typique de ce que vous pourrez avoir plus tard en prépa, par exemple, ou à la fac, où il y a un peu de maths et de physique. C'est vraiment, il y a un beau mélange là. Enfin, beau. Je suis pas sûr que vous le trouviez beau ce mélange, mais il y a un mélange très subtil entre les maths et la physique, parce que vous allez avoir besoin de quelques petites règles de trigo, peut-être, oui, surtout de la trigo. Voilà. Alors ensuite, lors de la deuxième séance, on va aborder l'énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle, c'est quoi? C'est l'énergie qui va être accumulée par un objet, voilà, soumis à une force particulière, et qui peut être convertie sous certaines conditions. D'accord? Par exemple, lorsque vous prenez un objet que vous soulevez, il a accumulé l'énergie potentielle de position, d'accord, due à sa hauteur. Et cette énergie potentielle, on la calcule avec cette formule. C'est la masse de l'objet fois la petite constante g, l'intensité de la pesanteur, qui est égale à 9,80, fois l'altitude de l'objet, z, en mètres. Ok? Et il se trouve que on pose une grandeur, l'énergie mécanique, qui est égale à la somme des deux, énergie cinétique plus énergie potentielle. Alors, je vous donne là un certain nombre d'exercices à faire concernant l'énergie potentielle de pesanteur. On corrigera ça en classe. Alors, il se trouve que dans certains cas, lorsque par exemple l'objet est soumis à des forces conservatives, donc rappelez forces conservatives, je vous en ai parlé un peu plus tôt, ou alors si les forces non conservatives ont un travail qui est nul, eh bien il se trouve que l'énergie mécanique se conserve. Entre le début du déplacement de l'objet et sa fin, si vous calculez l'énergie mécanique, dans les deux cas, elle n'a pas bougé. Si l'objet a gagné en énergie cinétique, ça veut dire qu'il a perdu en énergie potentielle, de la même quantité. Ou à l'inverse, si l'objet a perdu en vitesse, c'est qu'il a gagné en énergie potentielle. Vous avez vraiment un jeu de vase communicant, là, l'énergie se convertit d'une forme à l'autre, et au final, cette somme reste constante. D'accord? Par exemple, lorsqu'un objet tombe sans frottement, vous avez totalement ça. Vous calculez l'énergie mécanique de l'objet au début, vous calculez l'énergie mécanique de l'objet à la fin, eh bien c'est la même exactement. D'accord? Donc là, je vous donne un exemple d'une montagne russe qu'on considère en première approximation comme un système conservatif. Donc je vous fais calculer tout ça là, et encore une fois, on corrigera en classe. Et pour le cas de système non conservatif, eh bien, il se trouve que vous avez une variation d'énergie, c'est-à-dire que quelque part, le système perd de l'énergie. Eh bien, cette énergie perdue, elle vient d'où? Eh bien, elle vient du travail des forces non conservatives. D'accord? Beaucoup plus compliqué à calculer celui-là, mais voilà, il est là. C'est-à-dire que encore une fois, si le système perd de l'énergie, c'est bien parce qu'il y a une force qui est en train de lui en faire perdre. Et rappelez-vous que c'est ce qu'on appelle le travail, l'énergie fournie ou en tout cas récupérée par une force. Eh bien c'est ce travail. D'accord? Bon, voilà en gros. C'est le cas par exemple d'une fusée qui décolle. Ce n'est pas un système conservatif. L'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle augmente aussi. Donc si les deux augmentent, forcément l'énergie mécanique ne se conserve pas. D'accord? Du strict point de vue de la fusée, il y a un système pour lequel on peut considérer que c'est conservatif, mais là juste la fusée, le système n'est pas conservatif. Voilà, j'ai essayé de faire la vidéo le moins long possible, mais en même temps je pense qu'elle est extrêmement chargée. N'hésitez pas à la revoir si besoin. Moi, je vous dis à la prochaine séance. Essayez au maximum de faire ces exercices parce que si on arrive et que personne ne les a fait, vous pouvez même vous les partager les exos parce qu'il y en a beaucoup là pour le coup. Mais si on arrive et que personne n'a fait les exos, l'activité qui était prévue, on la fera pas et on fera que de l'exercice et c'est clairement pas l'objectif. D'accord? Donc cette vidéo est partagée en deux, une séance 1, une séance 2. Donc faites d'abord les exercices de la première séance et faites ensuite les exercices de la deuxième séance. La plupart des exos sont pas très longs. Il y en a d'autres qui sont des problèmes, mais la plupart sont pas très longs. Voilà. Allez, bonne fin de journée et à la prochaine séance.